On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce jeudi 25 novembre, réunion des ministres européens concernés par la question des migrants. Ce sera dimanche à Calais, après le drame survenu hier, le pire naufrage d'une embarcation de fortune survenue dans la Manche. 27 personnes sont mortes noyées. Paris et Londres veulent renforcer la lutte contre les passeurs. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 1 sur 3 est concernée dans le monde. Le Premier ministre Jean Castex annonce ici en France la création de 1000 nouvelles places d'hébergement pour 2022, le déploiement de téléphones grave danger ou encore le lancement d'une semaine de l'égalité entre les filles et les garçons. Avec nous dans ce journal, Isabelle Rome, magistrate et haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice. Et puis un nouveau président contesté pour Interpol. L'organisation basée à Lyon qui coordonne l'action policière mondiale sera désormais dirigée par le général émirati Ahmed Nasser Al-Raisi. Il fait l'objet de plaintes déposées en France et en Turquie pour des cas de torture perpétrés sous son autorité aux Émirats arabes unis. Un corps inanimé flottant au large de la plage de Sangatte dans le Pas-de-Calais. Si cette découverte, macabre, n'est semble-t-il pas liée au naufrage de Calais, elle vient rappeler l'ampleur du problème. Les traversées se poursuivent, malgré hier le pire drame qu'on ait vu dans la Manche ces dernières années. David Gilbert. Certains ont encore le gilet de sauvetage autour du cou. Ils font partie des 70 personnes à avoir tenté la traversée de la Manche dans la nuit. Contraints de rebrousser chemin, ils ont été retrouvés transis de froid devant la gare de Calais. Aucune victime n'est heureusement à déplorer. Mais le drame de mercredi n'a donc pas refroidi le désir d'Angleterre de tous ces migrants qui ont déjà fait un très long voyage pour parvenir jusqu'ici. Je suis passé par la Turquie, puis la Libye et l'Algérie, et j'ai traversé de la Méditerranée jusqu'en Espagne. Et ensuite, je suis arrivé en France. Pour le moment, le vague n'est pas bon. J'essaie de partir encore, pour la deuxième fois et pour voir si c'est possible. On n'a pas peur de ça, on a vécu l'en route plus que ça. Donc on voit que c'est très facile pour nous. Entre 1200 et 1500 personnes se relayent depuis près de 3 ans dans la région de Calais en espérant rallier le Royaume-Uni. En attendant de trouver les moyens de monter sur une embarcation et en guettant les moments d'accalmie sur la Manche, ils survivent dans une extrême précarité. La population locale s'indigne depuis longtemps de cette situation. Quand on voit tous ces malheureux qui sont en train de traîner derrière encore des quais, là, qui sont en train de dormir dehors, c'est pas logique de les laisser comme ça. Donc malheureusement, ce qui vient d'arriver, ça ne devrait plus arriver. Ici, il faut que la France fasse quelque chose. 17 hommes, 7 femmes et 3 adolescents sont morts lors du naufrage de mercredi. 5 hommes suspectés d'être des passeurs impliqués dans le drame ont été arrêtés. S'attaquer aux passeurs, c'est pour l'heure la réponse des pouvoirs publics. La France accueillera dimanche les ministres en charge de l'immigration, belges, allemands, néerlandais et britanniques, ainsi que la Commission européenne. L'objectif, d'après Matignon, renforcer la coopération, notamment en luttant contre les réseaux. Lieu de destination des candidats à l'exil, Londres, de son côté, appelle à un effort international coordonné. Ashrène Verdian. Après le choc et l'émotion de part et d'autre de la Manche, place au volontarisme. Depuis Zagreb où il était en déplacement, Emmanuel Macron a souhaité accélérer la lutte contre les gangs de passeurs et a proposé une réunion sur le sujet ce dimanche à Calais. Il nous faut une coopération européenne plus forte en la matière. Et je l'ai toujours dit, la France, en l'espèce, est un pays de transit. Nous nous battons contre ces réseaux de passeurs qui utilisent la détresse. La Grande-Bretagne est apparue sur la même longueur d'onde et a relancé sa proposition de patrouille commune franco-britannique sur le sol français pour empêcher les migrants d'embarquer dans une traversée périlleuse de la Manche. What happened yesterday was a dreadful shock. It was not a surprise, but it is also a reminder of how vulnerable people are put at peril when in the hands of criminal gangs. This is about addressing long-term pull factors, smashing the criminal gangs that treat human beings as cargo, and tackling supply chains. This requires a coordinated international effort. Une unité de façade, après que Paris et Londres se sont rejetés la responsabilité du drame et alors que leurs relations sont au plus bas.
Déjà difficile dans un contexte post-Brexit où les tensions se sont accumulées sur la question de la pêche et du protocole nord-irlandais, elles se sont encore détériorées avec la crise dite des sous-marins. La question des traversées de la Manche par les migrants est en tout cas un sujet majeur pour les deux pays, notamment pour Paris à 6 mois de la présidentielle et alors que la France va assumer la présidence tournante de l'UE début 2022. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. D'après l'ONU, une femme sur 3 dans le monde est victime de mauvais traitements au cours de sa vie. Chaque jour, 137 femmes meurent ainsi victimes d'un membre de leur famille. Et ici en France, ce sont en moyenne 213 000 femmes qui chaque année font l'objet de violences de la part d'un conjoint ou d'un ex-conjoint, d'après une enquête annuelle de l'INSEE. La France qui veut faciliter le dépôt de plaintes des victimes. Bonjour Isabelle Rome. Bonjour. Vous êtes magistrate, haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice. Merci d'être avec nous. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé la création de 1000 nouvelles places d'hébergement en 2022, le déploiement aussi de 5000 téléphones grave danger. Ces mesures seront-elles suffisantes face à la recrudescence de ces actes qu'on a pu observer à l'occasion du confinement l'année dernière? Oui. Alors, une recrudescence des violences, mais en même temps, un fonctionnement des dispositifs mis en œuvre tout de même assez satisfaisant, puisque en 2020, c'est l'année où il y a eu le moins de féminicides depuis 2006, même si, bien sûr, ce chiffre est toujours trop élevé. Mais on voit que grâce aux interventions massives des forces de l'ordre, aux dispositifs de signalement, 3919, 114, et puis aussi à la justice qui a bien fonctionné, on a souvent évité l'irréparable. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et puis, toutes ces mesures nouvelles, elles s'inscrivent aussi dans le prolongement des mesures qui ont d'ores et déjà été prises dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, puisque là, c'était les 2 ans de ce Grenelle, et notamment les téléphones grave danger, puisque aujourd'hui, 3000 sont déjà déployés, presque 2000, 1969 très exactement, sont attribués. Rappelons qu'en 2019, début 2019, on avait 300 téléphones attribués. Aujourd'hui, on en a près de 2000. Et 3000 disponibles. Donc, effectivement, on voit qu'on a une constante montée en puissance et les 5000 annoncés par le Premier ministre s'inscrivent finalement dans cette cohérence et risquent fort d'être atteints, j'allais dire, dans des délais assez rapprochés. Les femmes sont plus souvent victimes de violences au sein de la cellule familiale. C'est l'observation qu'on peut faire et qu'on retire surtout de cette année, encore une fois, marquée par les restrictions et pour partie le confinement. La majorité des violences sont commises dans le huis clos familial, ce qui n'est pas forcément su au sein de la société. Mais malheureusement, cette famille qui devrait être le lieu finalement de refuge pour toute personne est parfois aussi un lieu de danger. Et je pense qu'un des grands apports justement du Grenelle des violences conjugales a été de montrer justement que ces affaires concernent la société tout entière et que oui, il faut ouvrir la porte de la cuisine. Il ne faut pas dire cela ne nous regarde pas. Si, cela ne nous regarde. Plus de 100 femmes meurent chaque année sous les coups de leurs conjoints. 20 à 25 enfants meurent chaque année dans le cadre de ces violences conjugales. Donc oui, bien sûr, cela regarde la société tout entière. Les enfants victimes parfois de ces violences physiques, victimes également des faits qu'ils sont amenés à constater. Vous saluez le fait que les enfants soient désormais reconnus dans leur statut de victime du simple fait de leur présence lors de ces violences conjugales? Oui, bien sûr. Et donc, ce décret qui vient d'être publié est très important puisqu'il consolide vraiment le statut de victime de ces enfants. Auparavant, on considérait que ces enfants étaient témoins exposés, disait-on, aux violences au sein du couple. Et là, le statut de victime, c'est une véritable avancée, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'ils sont largement traumatisés par ces violences commises au sein du couple. Et très souvent, d'ailleurs, les auteurs de violences conjugales ont été eux-mêmes victimes ou témoins, si on prend l'ancienne appellation, de telles violences à domicile. Alors l'année dernière, à la sortie du confinement, en mai 2020, paraissait ce livre que vous avez écrit, « Liberté, égalité, survie. La violence faite aux femmes n'est pas une fatalité » chez Stock. Après
précisément ce Grenelle des violences conjugales en septembre 2019. L'une des principales mesures, c'était le nombre, en tout cas c'était la décision de ces bracelets anti-rapprochement qui devaient permettre donc aux femmes de rester éloignées de leur conjoint, ou en tout cas aux conjoints de s'éloigner du domicile dans lequel avaient été perpétrées bien souvent ces violences. On a regretté un temps la lenteur du déploiement de ces bracelets. On en est où aujourd'hui ? Alors, une montée en puissance importante, puisque donc, je rappelle un tout petit peu l'historique. Donc, à la fin donc, du Grenelle, une annonce donc, du Premier ministre, qui annonçait donc, la mise en place de 1000 dispositifs, le déploiement de 1000 dispositifs en septembre 2020. Septembre 2020, donc le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, lance ce dispositif. Et entre septembre et décembre 2020, l'ensemble des juridictions françaises sont équipées. Donc, j'allais dire, on part à partir de janvier 2021. Et à partir de ce sauf moment... qu'au printemps de cette année, le ministre de la Justice s'est un peu étonné, voire agacé, de voir qu'un nombre très insuffisant de ces bracelets a été effectivement utilisé. Il a d'ailleurs pris des instructions assez précises pour promouvoir ce dispositif. Mais il faut tout de même préciser que ce bracelet anti-rapprochement, donc, qui fonctionne sur un système de géolocalisation, ce n'est pas une simple montre que vous mettez à un poignet. C'est tout un système qui doit faire l'objet d'une coordination. Donc, entre, bien sûr, les tribunaux, déjà au sein des tribunaux, les procureurs, les juges, mais aussi ensuite avec les forces de l'ordre. Il faut bien que le système fonctionne. Aussi avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont chargés de poser les bracelets et de suivre justement les porteurs de ces bracelets. Et puis aussi les associations d'aide aux victimes qui accompagnent les victimes. Donc, vous voyez, il fallait mettre en place ce système. Il y a eu des protocoles qui ont été signés, notamment entre les différents acteurs. Donc, c'est pourquoi ça a démarré un petit peu lentement, si on peut dire, mais c'était à la mise en place. Et aujourd'hui, si vous voulez... tous les 3 jours, enfin tous les 2 jours, ça augmente. Et aujourd'hui, on voit qu'on a 676, c'est le dernier chiffre, mais peut-être qu'il a déjà augmenté, il date de 3-4 jours, qui ont été prononcés d'ores et déjà. Donc on voit qu'il y a que vraiment, certainement les 1000 seront prononcés assez rapidement. Le gouvernement veut faciliter le dépôt des plaintes par les victimes. On l'entendait il y a 1 heure, Julia Foyce a témoigné sur notre antenne. Elle a été elle-même victime de viol il a 20 ans. L'auteur de cet acte a été acquitté. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est véritablement, à l'heure du mouvement MeToo, la libération de la parole, ou bien au contraire, la difficulté de la preuve, la charge de la preuve aujourd'hui qui, bien souvent, incombe aux victimes? Alors, la libération de la parole, c'était la première étape. Elle était nécessaire et je pense que trop longtemps, cette parole a été tue. Et s'agissant des violences conjugales, elle est particulièrement tue parce que souvent, les victimes mettent du temps d'ailleurs à se rendre compte elles-mêmes que ce qu'elles vivent est anormal. Et puis ensuite, elles mettent du temps parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur. Elles mettent du temps à se décider à porter plainte. Donc, moi, je pense qu'à partir... Et après, donc, commence justement l'accompagnement et la manière d'accueillir et d'accompagner la victime. Et je pense qu'à partir du moment où une victime dépose plainte, eh bien, à partir de ce moment-là, il ne faut pas la lâcher. Il faut l'accompagner parce que, évidemment, que le chemin judiciaire n'est pas forcément simple, qu'il y a aussi, nous sommes dans un état de droit et donc la présomption d'innocence doit et donc la présomption d'innocence, ce qu'on appelle le principe du contradictoire, et donc il est important qu'elle soit bien accompagnée, à la fois assistée par un avocat, mais aussi accompagnée sur le plan psychologique par des associations d'aide aux victimes, par des associations spécialisées avec lesquelles nous devons justement travailler vraiment en bon entendement. Et je pense que vraiment il faut les deux, c'est-à-dire qu'il faut que la parole se libère et puis il faut aussi vraiment accompagner les victimes. Alors, nous avons progressé en termes de preuves, notamment s'agissant des violences psychologiques, parce que elles ne sont pas forcément faciles à prouver. Oui. Les violences physiques, voilà, on a des hématomes, on a des griffures, c'est relativement facile à prouver. Oui, enfin, sauf quand un délai s'espace et la recherche d'ADN, par exemple, peut être rendue impossible par donc, tout simplement l'écoulement du temps. Les violences psychologiques, il faut arriver à les prouver. Et donc, c'est pourquoi aussi nous faisons un effort très important en termes de formation donc des magistrats, mais j'allais dire ce même travail est fait aussi au niveau des
forces de l'ordre, au niveau des barreaux, des avocats. Il faut que tous les professionnels soient bien formés à ce que sont ces violences psychologiques pour les détecter. Et quand on peut constater comme ça un certain nombre de symptômes, s'agissant des violences conjugales par exemple, on constate que les victimes sont très souvent isolées, humiliées, dévalorisées, qu'elles parfois victimes de menaces caractérisées. Eh bien, quand on voit qu'on ajoute tous ces symptômes, eh bien, on peut voir comment il faut les prouver, par exemple, avec des attestations de proches, aussi avec des captures de SMS harcelants. On voit comment on peut prouver, par un faisceau d'indices, finalement, l'existence de ces violences psychologiques. Vous vous engagez dans un sujet qui, ici à France 24, nous est cher, celui des femmes afghanes, à travers ce calendrier. Vous pouvez nous en parler, Isabelle Rome? Oui, c'est une belle initiative qui a été prise par un collectif de citoyens. Et donc, c'est un calendrier donc réalisé pour l'association à l'Afghanistan libre qui met en place des programmes pour les filles en Afghanistan. Plus de 300 000 filles ont déjà été formées grâce à ce programme et il a été demandé à 12 femmes libres en France, dont je fais partie, de prêter leur visage pour ce calendrier en soutien justement à ces femmes afghanes qui sont aujourd'hui rendues invisibles. Et c'est aussi une forme de violence, même si elle ne sûr, s'exerce pas toujours par la pression physique. J'allais dire aussi en tant que juge, voilà, je sais que mes sœurs afghanes sont menacées, que 2 d'entre elles ont déjà été assassinées parce qu'elles ont voulu rétablir aussi, elles ont participé à un moment donné au rétablissement de la démocratie dans ce pays et elles sont aujourd'hui menacées. Et je pense qu'on ne peut pas rester insensible. Il me semble aussi que même si nous nous sentons bien impuissantes, il est important que notre voix soit entendue et peut-être qu'elles l'entendent et peut-être que ça peut aussi être pour elles une petite lueur d'espoir de ne pas se sentir oubliées, abandonnées. Oui, qu'on n'oublie pas l'Afghanistan, passé l'été et la prise du pouvoir des talibans dont on a beaucoup parlé. Merci beaucoup Isabelle Rome, vous êtes magistrate, haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes du ministère de la Justice. Merci d'avoir été sur France 24. On en vient à cette élection qui fait polémique, celle du général émirati Ahmed Nasser Al-Raisi à la tête d'Interpol. Il est en effet visé par plusieurs plaintes pour torture déposées ici en France, mais aussi en Turquie où a lieu l'élection. Son portrait est signé David Gilbert. Les accusations à son encontre n'ont finalement pas pesé dans le choix des délégués d'Interpol. Ahmed Nasser Al-Raisi a été élu président de l'organisation de coopération policière. Plusieurs plaintes pour détention arbitraire et actes de torture avaient pourtant été déposées contre le général, haut responsable de la police émirati, notamment par ces 2 citoyens britanniques venus lundi avec leur avocat à Istanbul, là où se tenait l'Assemblée générale d'Interpol. Nous nous interrogeons comment quelqu'un comme le général Al-Raisi, qui est responsable en tant qu'inspecteur général des prisons et des gardiens, mais aussi des interrogatoires, comment quelqu'un comme lui peut-il devenir président d'Interpol, dont le but même est d'enquêter sur les crimes? Une autre plainte a été déposée en France contre le général Al-Raisi dans l'affaire de l'opposant Ahmed Mansour, placé à l'isolement depuis 4 ans. En octobre 2020, 19 ONG s'inquiétaient déjà de la possible élection d'un membre d'un appareil sécuritaire qui prend systématiquement pour cible l'opposition pacifique. Ce qui n'a donc pas empêché le couronnement de l'Émirati, qui a reçu 69% des votes au 3e tour du scrutin, face à la Tchèque Sarka Avrankova, unique candidate face à lui. L'implication financière croissante des Émirats arabes unis au sein d'Interpol ces dernières années semble avoir porté ses fruits. En 2017, le pays avait notamment versé une somme quasiment équivalente aux contributions des 194 autres États membres réunis. Et avec nous pour en parler, Ahmed Bechemsi, directeur de la communication et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Human Rights Watch. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Ahmed Nasser El-Raisi, on vient de le voir, a été chef des forces de sécurité des Émirats arabes unis. Et il a occupé plusieurs postes de rang au sein de la police, notamment celui de directeur général des opérations centrales à Abu Dhabi. Vous considérez aujourd'hui qu'il n'est pas qualifié pour prendre la tête d'Interpol ?
il n'est plus que pas qualifié, il est carrément contre-indiqué. Et il était inspecteur général du ministère de l'Intérieur, pour être précis, et à ce titre, il supervisait les enquêtes sur les plaintes contre la police. C'est-à-dire, en quelque sorte, il coiffait la police des Émirats. C'est-à-dire que toutes les plaintes pour torture et pour mauvais traitement étaient censées être traitées par M. El Raisi. Or, il n'y a jamais eu d'enquête à notre connaissance, alors que des plaintes pour torture, il y en a eu. Nous, on en a documenté beaucoup. Les deux affaires qui sont portées devant la justice française, qui concernent ces deux citoyens britanniques qui ont été, pour l'un, torturés et même frappés avec un couteau dans une cellule uniquement parce qu'ils portaient un t-shirt avec le drapeau du Qatar, vous imaginez, c'est invraisemblable, et un autre parce qu'on l'a accusé d'espionnage. Toutes ces plaintes-là, théoriquement, auraient dû arriver sur le bureau de M. RSI à un moment ou à un autre, puisque c'était son rôle au ministère de l'Intérieur. Pourtant, jamais une enquête n'a été ouverte. Et le voilà qui se retrouve aujourd'hui président d'Interpol. Franchement, il y a contre-emploi, clairement. Oui, depuis un an maintenant, Human Rights Watch, votre organisation alerte Interpol et les pays qui sont partie prenante sur les risques liés à ce choix. Comment expliquez-vous que vous n'ayez pas été entendu ? Écoutez, je ne sais pas. Justement, le problème, c'est que le fonctionnement de l'Interpol est assez opaque. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Le vote lui-même, j'apprends en écoutant votre antenne qu'il y a eu 3 tours. Je ne le savais pas, voyez-vous. Parce que les procédures sont assez obscures. Il n'y a pas de règlements qui sont clairement posés. Et puis, ce qui est clair aussi, c'est que l'influence des donateurs est très importante. Il y a eu un rapport qui a été réalisé par un ancien procureur britannique, selon lequel, alors que la contribution annuelle des Émirats en tant que membre d'Interpol, en tant que pays membre d'Interpol, est censée être quelque chose comme 230 000 euros par an, ils se sont engagés à verser 50 millions. Alors on passe de 230 000 à 50 millions. Et puis leur représentant devient président d'Interpol. Clairement, le lobbying financier a de l'importance au sein d'Interpol. Maintenant, comment ça marche exactement ? J'aimerais bien en savoir plus, le monde entier aimerait bien en savoir plus, mais Interpol n'est pas la plus transparente des institutions. Quel impact va avoir, d'après vous, Ahmed Nasser El Raisi sur les pratiques d'Interpol ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors oui, nous pensons qu'il faut s'inquiéter, et en particulier sur un point précis qui est celui des notices rouges. Alors les notices rouges, c'est quoi ? Ce sont des avis de recherche, ou des mandats d'arrêt plutôt, internationaux qui sont délivrés par Interpol et qui sont valables dans tous les pays membres d'Interpol, c'est-à-dire la plupart des pays du monde, si ce n'est tous les pays du monde. Donc à partir du moment où Interpol émet une notice rouge, la police du pays en question arrête la personne sans chercher à savoir pourquoi, juste en application de la notice rouge. Normalement, c'est fait pour arrêter des criminels internationaux, sauf que les notices rouges ont été émises souvent par Interpol à la demande d'États autoritaires, dont la Chine et dont les Émirats arabes unis d'ailleurs, pour arrêter qui ? Non pas des criminels, mais des dissidents politiques. C'est-à-dire des gens qui n'avaient commis absolument aucun crime, si ce n'est celui d'avoir une opinion politique opposée aux dirigeants de leur pays. Et des notices rouges ont été émises contre eux, et ils ont été arrêtés. Ce système a été largement abusé par les Émirats et par la Chine, alors même que les Émirats n'étaient pas présidents d'Interpol. Maintenant, ils le sont, via M. El Raisi. Donc notre crainte première, c'est que l'abus d'utilisation des notices rouges augmente et se développe. Merci Ahmed Benchemsi, directeur de la communication et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Human Rights Watch.